Merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial de la chaîne du Bassin du Congo, DIA-TV International HD, organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Pour ce numéro, nous recevons le haut conseiller Asie-Dominique de Marseille, qui est au niveau du Conseil supérieur de la liberté de communication. Il vient de sortir un ouvrage intitulé « Le Conseil supérieur de la liberté de communication, rôle et impact au Congo », suivi des grands enjeux des institutions de régulation de la communication en Afrique. Monsieur le haut conseiller, première préoccupation, pourquoi avez-vous été amené à écrire cet ouvrage? Bon, mon cher cadet, je peux tutoyer comme ça, c'est plus professionnel. Le vous est trop étranger, moi l'étranger, je ne veux pas. Je suis aujourd'hui, après plus de 30 ans de journalisme. Le chef d'État a pris un décret qui a fait de moi haut conseiller, au Conseil supérieur des communications. Et j'y ai voulu. Et j'ai constaté qu'arrivé sur le terrain, il n'y a aucun document produit par un conseiller congolais ou un Congolais sur le Conseil supérieur des communications. J'ai voulu combler le trou. Et j'ai pris d'abord un sujet important, c'est le rôle et l'impact du Conseil au Congo. Parce que c'est d'abord ça qui est important. Pourquoi on a créé un conseil, quel est son rôle et quel est son impact. Et voilà pourquoi ce livre a été mis sur chantier, aujourd'hui il est publié. Monsieur le haut conseiller, la presse congolaise fait face à plusieurs réalités dans le pays. On parle de la crise financière, la crise économique, mais également des remous au sein des entreprises, le cas des caressés. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Bon, alors, voyez-vous, dans ce livre, que vous montrez déjà bien, il sera présenté le 31 mai au public par le Conseil supérieur de communication, mais nous faisons ce qu'on appelle l'annonce avant que le plus s'informe que oui, il y a un débat qui va être animé autour de ce bouquin. Il y a un chapitre que j'ai intitulé « Le pouvoir de la presse face aux institutions ». La presse est un grand pouvoir des institutions. Vous prenez là un cas d'école. C'est comme un médecin qui a dit comment on fait la chirurgie, et vous arrivez devant un malade, vous lisez le livre, vous appliquez. Ici, vous avez posé le problème, le dossier d'affermage, qui fait de bruit. Comment la presse, qui est un pouvoir, comme j'intitule, un pouvoir devant l'institution, comment la presse peut-il jouer un rôle capital? Évidemment, éminemment capital. Le Congo, par décret, décide de céder sa souveraineté dans la gestion de l'électricité à des partenaires privés. Et on lance l'affermage, le style retenu. Le Congo signe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'information. Ça fait bruit. Les syndicalistes descendent de la rue, ils ne sont pas d'accord. C'est ce qui intéresse le journaliste. Il est intéressé par la réforme parce que ça ne marche pas. Il sait que la SNE, ça ne marche pas. Il sait que tel secteur ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut? Les institutions internationales dans les autres pays ont fait des réformes. Le Congo n'est pas le seul pays à démarrer des réformes. Pour faire des réformes, il faut prendre des décrets. Décrets libéralisants, décrets libéralisants. On libère le secteur, on fait l'appel d'offres et il y a une société qui gagne. Maintenant, toi qui es journaliste, tu en fais de toi le syndicat qui refuse, tu en fais de quoi le gouvernement qui veut aller. Et tu me poses la question, quel est le rôle de la paix? Le rôle est éminemment capital. Un, ton pouvoir, Babakadi. Monsieur le Premier ministre, je sais que vous aimez bien vos ministres, mais écoutez, je vous reçois sur mon plateau, on organise un plateau sur l'affermage. Je reçois également les syndicalistes, je reçois les spécialistes du droit de l'OADA et du syndicat d'entreprise. Mon rôle à moi, c'est de jouer les catalyseurs. Je suis au milieu pour que les Congolais comprennent qu'est-ce qui ne va pas dans ce dossier. Voilà le pouvoir de la presse, le pouvoir des institutions. Le Premier ministre dira, voilà, M. Babaka, pour avancer dans le pays, il faut libéraliser. En libéralisant, on a fait, voilà la procédure. Les syndicalistes écoutent, oui, mais cette procédure, pourquoi vous boudez? Le syndicaliste dira, écoutez, moi je boude parce que les droits des travailleurs. Monsieur le Premier ministre, donc vous n'avez pas pensé aux droits des travailleurs, il t'expliquera, non, il y a un article qui prévoit les droits des travailleurs. Mais tu vois, tu es en train de laguer ce que la cité ne comprend pas, ce que les sociaux ne comprennent pas, parfois ce que le syndicaliste à la maison ne comprend pas. Celui qui mange sur le podium pour prendre le courant là, il ne connaît pas l'OADA, il ne connaît pas le droit international, il ne connaît pas les choses des entreprises. Mais toi, tu as invité le Premier ministre sur le plateau, tu as invité le syndicat sur le plateau, tu as invité les spécialistes de droit sur le plateau. On appelle ça le pouvoir de la paix face aux institutions. Et quand les deux se mettent en compte, parce que quand tu ne joues pas ton rôle, ça peut aller en quoi? Imagine le Premier ministre dit, bon, je signe le décret. Ah, il ne nous a pas écoutés. Mais qui n'a pas écouté? C'est le Premier ministre vous a pas écouté, vous avez écouté, comment il a signé? Est-ce qu'il a tort, il a raison? Qui doit les départager? C'est le journaliste. Monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté, je demande aux spécialistes. Dans le cas précédent, M. Bambaka,
quand on a déjà voté la loi, on a déjà pris un décret, on s'en va à moderniser le système, on ne revient plus. Maintenant, on regarde quelles sont les conséquences de ces réformes. Si le gouvernement dit, écoutez, le prix du carburant monte, on dit, attention, on reste à ce niveau-là. Il n'y a pas de Kadhafi dans la rue, évitez ça, on doit acheter le carburant sur prix, comme ça la société va respirer. Si on dit, attention, le prix du courant va augmenter, ah non. Si le prix, par exemple, du courant était à 10 francs, à la rigueur, on l'a mené à 15 francs, mais on ne fait pas faire plus. Parce que celui qui arrive pour gagner. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour nos travailleurs? Non, c'est une société d'État. Et Carissi reste dedans. La société reste dedans, on crée une société dans ce qu'on appelle Sociélec. C'est comme ça, oui. Mais les droits des travailleurs, on a prévu un chapitre le droit des travailleurs. Quand tu as expliqué ça, le syndicaliste qui est à la maison, le travailleur qui est à la maison, qui n'a pas su ce qui se passe, qui entend dans la rue, est finalement informé parce que tu as déblayé le terrain, parce qu'entre le Premier ministre et les syndicats ne s'entendent pas, l'un veut tirer le doigt de son côté. Je prends un exemple. Monsieur le haut conseiller, pensez-vous que le journaliste a la responsabilité d'encadrer le débat qui s'est instauré dans le pays et qui va dans tous les sens? C'est la plus belle question que tu me poses ce soir. Oui, c'est là où il étale sa compétence de journaliste. Le débat sur les réseaux sociaux n'est pas encadré. Dis-moi, ton petit frère, ton cadet qui prend le téléphone, se met à filmer, il a pris quoi? Il sait comment traiter une information? Non. Est-ce qu'il sait aller à la source de l'information? Non. Le catalyseur dans le cas précis, c'est quoi? Voilà le cas qui est bon, c'est celui d'affermage. Le débat dans la rue, les réseaux sociaux, tout le monde dit n'importe quoi. Oui, les syndicalistes, oui, le gouvernement. Moi, je m'appelle Bambaka, DI-ATR-TV. Je joue les catalyseurs comment? J'appelle les protagonistes, les partis sur le terrain. En dehors d'eux, j'appelle les indépendants, professeurs d'université et spécialistes. Dites-nous comment ça se passe. Syndicats, vous n'êtes pas d'accord que l'État doit privatiser, c'est une voie obligatoire. Dites-nous ce que vous voulez. Imaginez, je prends par exemple, le syndicat dit, bon, nous on ne veut pas qu'on privatise le tout. Je dis, ah non, monsieur. Maintenant, je dis, non, monsieur, le décret est déjà pris là. Quand les députés signent, c'est le Congo qui a signé. Nous sommes représentés par les députés. Quand le chef d'État signe sur le Congo, parce qu'il a un mandat dépositaire d'un mandat public. Quand le Premier ministre signe, il est même pas le chef d'État qui a été élu. Le chef d'État, lui, c'est lui qui donne ces pouvoirs-là. Du coup, la question n'est plus de dire on repart à zéro. La question est de dire comment faut-il assumer Monsieur Aziz, le changement. Là, vous voulez amener le journaliste à jouer le rôle de médiateur entre le gouvernement. Évidemment. Quand il joue le rôle, parce qu'il est au centre, le jeune n'appartient ni au gouvernement, ni au syndicat. C'est là où le médiateur doit être neutre. Donc, il y avait un médiateur à un côté pris. Non. Pas du tout. Le médiateur dit, gouvernement, vous voulez pourquoi? Monsieur Bambaka, l'État a décidé de reformer tous les secteurs. Très bien. Qu'est-ce que nous voulons? Vous, syndicats, tout travailleur veut quoi? Sauver l'étude du travail. Dans le cas du courant, attention le prix. C'est parce que nous pleurons sur le prix. Moi, c'est le prix que je ne veux pas payer trop cher. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le Premier ministre? Voilà comment le prix est géré. On a mis un prix acceptable. Quel est ce prix? La télévision. Dis au public, le prix va coûter tant. Si EKRC et Sénélec, qui ont créé Sociélec, se mettent en place, ils vont nous vendre le carburant, le prix de l'électricité. À quel prix? Ah bon, oui. La différence est de comme le carburant, non? C'était, on est obligé de mettre ça parce que voilà. On expliquait pour le carburant, on peut l'expliquer pour l'électricité. Mais monsieur, voilà. Est-ce qu'il revient aux journalistes de jouer ce rôle de médiateur quand on sait le journaliste a ce rôle, entre autres, de s'informer pour pouvoir informer à son tour? Mais c'est en cela, voilà pourquoi j'ai dit, ce dossier-là fait bruit. On dit, ben écoutez, la société et qui vient de créer n'a pas de force. Les syndicats peuvent te le dire. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'informer. Puis tu dois jouer les médiateurs. C'est bloqué parce qu'on dit que c'est une nouvelle société qui n'a pas de moyens. Moi, je dis, je fais quoi? Je veux vérifier comment ça se passe. Mais monsieur, madame, monsieur le juriste, madame, notaire, n'importe qui, donnez-moi une société qui vient d'être créée. Comment est-ce qu'elle n'a pas de moyens? Puis la loi dit qu'il faut qu'elle ait des moyens. Il te répondra. Monsieur Bambaka, vous êtes journaliste, oui. Allez dire sur votre plateau que EKRC est une société d'État congolais. Sénélec est une société d'État sénégalais. Les deux se sont mis en créer Sociélec. Les moyens sont donnés par les deux États. Ne vous inquiétez pas. Les deux États, ce n'est pas des privés, c'est des sociétés d'État qui ont créé une société. Ah bon, c'est comme ça. Quand tu le dis, celui qui a la cité n'a pas que tu dis, oh, moi je ne savais pas, c'est comme ça. Deuxièmement, mais elle est en cours de création de la société. Oui, mais quand on crée une société au Congo, non, vous devez utiliser le droit congolais. Sénélec est une société sénégalaise qui a remporté l'appel d'offres. Ils doivent créer une société de droit congolais. Comme Eni Congo, comme Total Congo, comme MTN Congo, comme RTL Congo. C'est des sociétés étrangères qui sont installées, qui ont créé le droit congolais. Quand ils créent, la société est encore nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ils n'ont pas d'argent. Ils font ce qu'on appelle les levées de fonds. C'est le spécialiste des fonds d'agir qui te le dit. Voilà pourquoi le journaliste doit s'informer pour informer.
Oui, monsieur, comment ça se passe? Dans le cas précis, la société peut aller lever les fonds, et elle prend ces fonds-là et l'utilise pour financer ses projets. Ah bon, c'est ça. Tu as instruit le syndicaliste. L'argent qu'il cherche là, ce n'est pas l'aventure. Tout ce qui est créé va chercher l'argent. Vous signez un contrat pour aller exploiter le pétrole, pour aller exploiter la recherche minière. C'est une société qui a le contrat à chercher les fonds sur le marché. J'ai gagné un marché au Congo, trouvez-moi des financements pour aller. Toute société fait comme ça. Et toi, tu ne connais pas ça. Tu t'informes et tu informes. Je prends un autre exemple. Mon frère, vous arrivez à la maison, quelqu'un est décédé. La police arrive, regarde, ah, il y a un mort. La police n'a pas l'expertise de savoir si c'est un homicide, si c'est... Voilà, qu'est-ce qu'on appelle les médecins légistes, qui donnent l'information par son rapport. Avec cette information, le policier va instruire. C'est comme toi, tu ne t'y connais pas, tu apprends un spécialiste, tu mets sur le... Pour moi, c'est que tu le fais en public, en mettant sur le plateau, tu as informé 50 millions de téléspectateurs comment la réforme est faite au Congo. Et en ce moment-là, ceux qui boudent n'ont plus l'info parce que tu as éclairé, tu as mis les deux face à face. Syndicat dit, intel dit. Le gouvernement peut dire, nous ne prenons pas en charge des travailleurs. Ah non, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez tort de ne pas gérer les travailleurs. Les travailleurs disent, nous ne voulons pas qu'on privatise. Ah non, le problème n'est plus de ne pas le pouvoir de dire comment les conséquences de la privatisation, c'est quoi. Mais est-ce que tu sais qu'en jouant ce rôle-là, tu as éteint le feu? Par extraordinaire, hein, je prends l'exemple là. Nous sommes dans un cas d'école dans le livre. Par extraordinaire, Bambaka. Le gouvernement dit, bah, écoutez, demain c'est mardi ou mercredi, le conseil de ministre va valider l'affermage. Mais les gens vont descendre la rue, pourquoi? Mais parce qu'évidemment, la Banque mondiale et les institutions internationales demandent que tous les pays fassent la réforme. On ne peut ne pas faire la réforme. Le problème, c'est de dire, est-ce qu'on va payer cher ou pas l'électricité? Tu as déjà expliqué quand tu as reçu les gens. Est-ce qu'on va payer cher ou est-ce que les travailleurs seront gardés dans leur... Tu as déjà répondu parce que les lois le disent. En lisant le texte d'affermage, tu as tout. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens médiateur. Tu vois comment tu m'as posé la question, à quel moment la prise de... Mais tu deviens médiateur. Tu as éteint le feu de part et d'autre. Monsieur, tu n'avais pas l'information. Celui qui a la maison sur le poteau là, qui ne connaît pas le droit de WADA, qui ne connaît pas le droit du travail, tu l'as expliqué, il a dit, ah d'accord, j'ai compris. Or, nous, on va... Le citoyen dit, ah oui, les consommateurs, vous avez compris, mais le courant, il va seulement passer de quelques francs, parce qu'évidemment, c'est un privé qui vient. Monsieur Basile, vous voulez nous faire comprendre là que le rôle du journaliste ne se limite pas seulement à la simple information. Alors, merci pour ces belles questions. La simple information, c'est quoi? Voilà un bon matin. Bon, le Premier ministre vient d'assister le ministre de l'Énergie qui a signé un contrat d'affermage. Et donc voilà, et désormais, il y a une société qui a rempli, ça s'appelle Sociélex et tout. Voilà l'information. Il ne peut pas se limiter là. Pourquoi? Parce que après cette information, il y a eu grogne. Donc il sort du rôle, la simple information, il va maintenant faire l'investigation. L'investigation, quoi? Ce n'est plus l'information, on va chercher. Pourquoi il y a grogne, syndicat? Ah, nous ne sommes pas d'accord. Monsieur le Premier ministre, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... La loi dit, quand vous signez, vous devez avoir le conseil ministre qui valide. Ça n'a pas été validé. Il dit non. Au moment où je m'apprêtais à aller valider, les syndicats sont descendus pour dire, nous ne sommes pas d'accord. Je ne parlais pas force, je suis Premier ministre. Il faut que j'écoute quand même les syndicalistes, ce n'est pas des petits-enfants. Ils sont descendus de partout. Ils sont venus à poser pour dire, nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je ne force pas la main. Je dis au président de la République, signe par force, non. J'arrête, j'appelle les syndicalistes, on s'assoit. Dites-nous ce qui ne va pas. Ils vont me dire, par exemple, je prends un exemple, par extraordinaire. Nous ne sommes pas d'accord sur toute la privatisation. Je dis, ah non, on ne peut plus revenir sur ça. Tout est privatisé. Alors, monsieur voilà, mais c'est vous qui avez amené ça. Parce que vous avez mis les deux sur le terrain. Vous voulez nous faire comprendre que dans le cas précis d'affermage au niveau de ECAREC, le journaliste congolais ou la presse congolaise n'a pas su jouer son rôle de médiateur? Jusqu'au moment où je vous parle, Télé Congo. Je suis régulateur, hein, je suis les médias. Mon rôle, c'est de suivre les médias pour dire c'est bien, c'est mal fait. Tous les jours, quand vous passez là, je suis à la maison, je regarde. J'ai regardé Télé Congo, j'ai regardé DRTV, j'ai regardé Vox TV, j'ai écouté les radios. Je n'ai pas vu un seul média préparer un plateau spécial pour faire comprendre les dessous de l'affermage. Et donc, moi, j'ai dit, c'est là le problème de la presse. Bambaka, dès que le sujet fait bruit, je vais faire comme on dit, faisons école. Madame la directrice, nous avons un sujet spécial. Je vais mobiliser une équipe sur le dossier d'affermage. Ça brûle. Un tel va me chercher des professeurs, des spécialistes du droit, la gestion d'entreprise. Toi, tu vas prendre attache avec le conseil du Premier ministre qui nous prépare quelqu'un. On présente un plateau demain. Qu'est-ce qu'on fait sur ce plateau? Comprendre les motivations des uns et des autres, pourquoi ça ne marche pas. Quand tu as déjà fait ça, tu n'as pas attendu l'officiel et tu prends des notes. Monsieur, ils vendent. Monsieur Azi, oui. Peut-être pour ces rédactions que vous venez d'énumérer là, il n'y avait pas d'intérêt pour ce sujet. Il n'y avait pas? Il n'y avait pas d'intérêt oui, pour mais ce sujet. je dis ceci. Je reprends.
Puisque vous avez dit que je n'ai pas vu de plateaux qui ont été organisés. Oui, mais il n'y a pas d'intérêt, quoi. Il y a l'intérêt, là, vous ne voyez pas l'intérêt, pourquoi? Le jour qu'on signe, quand les syndicats disent, c'est l'intérêt, non? Quand les syndicats disent, nous ne voulons pas, c'est là où il y a information. La signature du système, c'est l'information, non? On a vu à la télé. Le Premier ministre a fini, il dit, bon, demain je vais aller au Conseil des ministres pour qu'on valide. Les syndicats descendent. Il ne force pas, il est Premier ministre. Il écoute ses parents, ces gens qui sont respectés, il respecte les syndicalistes. Ah, je ne peux pas aller signer, je vous écoute d'abord parce qu'il doit faire le rapport au chef de l'État. Maintenant, quand il se met à les écouter, quand ça fait grogne, c'est là où il y a information. En ce moment-là, toi qui dis avec ta rédaction, ah non, ça a changé de forme, ce n'est plus la simple information. Les gars, on va présenter un plateau parce que dès que c'est parti là, ça va aller dans tous les sens. Et c'est là où tu joues ton rôle important de médiateur. Parce que tu n'appartiens ni au syndicat, ni au gouvernement. Tu reçois donc un envoyé. Et c'est là où tu me dis, il y a pas... Oui, il y a l'intérêt parce que le feu brûle. Regardez un Premier ministre qui n'arrive pas à aller signer son décret, il le fait sous soi pour écouter les syndicalistes. Mais est-ce que tu as préparé un plateau pour dire au Premier ministre, qu'est-ce que les syndicalistes... Est-ce que tu as préparé un plateau pour dire aux syndicalistes, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je lis les syndicalistes, je les écoute que sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne les ai pas écoutés sur un plateau comme ça de télévision. Et c'est le rôle de la presse, comme on dit dans ce bouquin, la presse est un pouvoir en face aux institutions. Quand tu réussis à faire asseoir un Premier ministre, un professeur d'université, un spécialiste de droit et des syndicalistes, c'est que tu es fort. Parce que si tu ne fais pas ça, le pays peut brûler. Parce que si le Premier ministre va signer son décret demain après-demain, ah, il est passé par force. Non, on a expliqué à la télévision. Le problème des syndicats, pourquoi les syndicats veulent... J'ai dit, je prends un exemple, hein, je n'ai pas en cause avec les syndicats. Nous ne voulons pas de l'affermage. Ah non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire, on ne peut pas revenir là. Le Congo est en train de faire les réformes pour que tous les secteurs marchent. Et ce n'est pas celui de l'électricité qu'on ne va pas réformer. Monsieur Aziz Dominique de Marseille, un journaliste ne peut pas organiser un plateau, ne peut pas écrire un papier s'il n'a pas suffisamment d'informations sur un sujet donné. Voilà. La réalité au Congo est telle que, dans certaines administrations, vous sollicitez un reportage, vous sollicitez une interview ou un plateau, on ne vous l'accorde pas. Alors, et parfois, on vous demande de faire parvenir le questionnaire. Okay. Et à ce moment-là, si vous le faites, certaines questions sont biffées. Bien. Et vous dites qu'avec ce qui me reste là, je ne peux pas tenir un débat parce que le débat, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour ces téléspectateurs qui nous suivent. Ils veulent avoir suffisamment d'informations sur le dossier. Alors, si une administration ou une partie m'impose un questionnaire, à ce moment-là, il y a un problème, M. Aziz. Et souvent, nous sommes confrontés à ces genres de difficultés, dans ce métier-là. Je comprends. Nous sommes comme à l'école. Quand vous enseignez aux élèves, vous leur dites comment on fait le métier. Ce n'est pas évident que vous leur dites les conséquences qu'on fait sur le terrain. Pas du tout. Ici, je montre comment on travaille dans un plateau. Dans certains pays, ça passe très bien, non? Donc j'enseigne une manière universelle. Je ne prends pas le cas du Congo. Universellement, comment ça doit se passer? Quand tu es journaliste au Congo, tu es journaliste aux États-Unis, tu es journaliste en France. En France, il y a un grand débat, on reçoit des gens sur le plateau, ils discutent. Tu as appris ça à l'école. Alors moi, je lui dis la même chose. Je ne vois pas le cas spécifique du Congo où les gens vous envoient des questionnaires. J'enseigne de manière universelle. Le dossier brûle la République. Il y a deux tendances qui peuvent mettre le feu au poudre. Vous savez, quand les syndicats, je veux quand les syndicats descendent, mais ça fait un grand bruit dans la ville. Ils se sont organisés terriblement, mais avec une organisation qui m'étonne, assez bien structurée. Hein. Le chef des partenaires a dit, on ne veut pas. Et quand c'est comme ça, là, ce bras de fer, ils ont demandé au chef d'État d'intervenir. Et là, vous parlez du cas de la EKRC. Oui, le cas d'État. Ils demandent au chef d'État d'intervenir. Mais le chef d'État n'intervient pas parce que le syndicat a parlé. Il demande aux spécialistes que dit la loi en pareilles circonstances. Quels sont les revendications des syndicalistes? Même s'ils reçoivent des gars des syndicalistes, ils disent, bon, mais je prends un exemple, hein, je prends un exemple. Nous ne sommes pas pour la privatisation. On dit, non, la privatisation ne s'oppose plus là-bas. C'est déjà un décret pris, hein, j'ai le pouvoir de gérer la République. J'ai été élu pour ça. Je dois reformer le pays. Et le courant que vous avez aujourd'hui, il va mal. Les gens s'énervent et c'est moi qu'on insulte. Le courant de Sassou là. Mais je ne veux plus avoir ce courant-là. Et comme vous êtes incapable, eh j'ai privatisé. Et en privatisant, j'ai pris la société d'État. Dites-moi, vos droits sont pris en charge. Le courant ne va pas être au-delà de tel prix. Comme le carburant au-delà de tel. C'est la même chose pour le carburant. Est-ce que les gens vont dire non, nous n'avons pas acheté le carburant? Non, non, non. On vous dit, ce n'est plus à revenir, on reste là. Disons maintenant du prix du carburant. Donc quand on a déjà discuté des intérêts des travailleurs, c'est dit dans la loi, on a discuté des intérêts du courant. Le chef d'État ne va pas dire parce que je connais les syndicats, je vais revenir à zéro. Non. Le point c'est de dire, on évolue. Oh, toi la presse,
tu as dit élaguer ça sur un plateau. La volonté qu'il voulait chez les chefs d'État a été résolue parce qu'on a résolu le problème qu'il pose. Et malheureusement, je vais prendre un autre cas où j'ai suivi, on suit la télévision, le cas du Gabon. Excusez-moi, mais c'est important, c'est pas si technique. Le président Olingue qui dit, je constate que la société d'électricité est tuée par les sous-traitances. Il est membre de la société qui crée une société de sous-traitance. Les compteurs, c'est lui qui donne. Les câbles, c'est la société qui donne. Chacun donne des produits à la société. Quand on veut privatiser, si vous privatisez, ce n'est pas celui qui prend. Parce que les intérêts sont menacés. Les intérêts sont menacés. Et au détriment de la société, du coup, le service est pourri. La société elle-même ne marche plus. Ce qui marche, c'est la sous-traitance. Alors, dans le cas précis, si le syndicat du Gabon se lève pour parler parce qu'il s'est dit, si on va privatiser, ils sont foutus. Maintenant, le même cas peut m'amener me dire, je pose ça sur le Congo. Peut-être qu'en privatisant là, il y en a qui avaient des intérêts à la SNE, qui c'est moi qui fournissais les compteurs. Moi, j'avais mon petit cop dans la cité. Bambaka ne paie pas le courant, je te le mets. Moi-même, je gère le dossier. Vous avez comme ça dans la cité des gens qui ont des secteurs. Ça, c'est le secteur d'Intel. Moi, écoute, je ne coupe pas, je te donne 1000 francs. Ça ne sera plus jamais comme ça. Parce que celui qui prend devient professionnel. Mais tu sais que tu mets beaucoup de gens au chômage pour les intérêts. Bon, mais si c'est ça, vous allez expliquer au chef d'État, nous ne voulons pas parce qu'il y a quoi. Voilà. Et toi, tu as déjà fait ce travail sur un plateau, tu expliques ça clairement. Vos intérêts ne peuvent pas bloquer le pays à avancer. Voilà pourquoi le Premier ministre amène son décret pour le signer, puisque le problème qui est posé ici, fondamental, nous les médias, quand il y a un truc comme ça, on dit où sont nos intérêts. C'est comme ça la presse, non? On a besoin d'être financé. Le point de la presse n'est pas de dire, nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut être libre et on veut être financé. Si vos cris sont comme, on y va. Si on a prévu une ligne pour vous financer, le débat existe encore. Si on a prévu une ligne pour dire, désormais, les journalistes, par exemple, on leur donne moins de personnes, le débat existe. On dit, attention pour le courant, le prix sera tant. Tu l'as dit. Et pour les intérêts, c'est ça. Le débat est fini, mon frère. C'est là où le journaliste évite les écueils, évite la mauvaise compréhension. Parce que les réseaux sociaux ne feront pas comme toi. Les médias en ligne, les réseaux sociaux, oui. Les syndicats peuvent le faire. Mais celui qui a le téléphone qui balance là, tu entends un syndicaliste qui parle comme il veut, tu entends un membre du gouvernement qui parle qu'il veut, tu entends sur la rue, ça va dans tous les sens. Et toi, tu joues le rôle de médiateur. Voilà pourquoi tu me poses la question de savoir, est-ce que la presse ne se contente plus de l'information parce qu'elle est à crise? Elle va maintenant en profondeur, elle ressurgit, et c'est là son pouvoir. Et moi, je dis dans ce livre, la presse a un pouvoir important, capable de dissuader les uns des autres, capable de dissiper les nuages, capable de mettre tout le monde d'accord. C'est là son rôle de médiateur. C'est aussi un médiateur, la presse. Monsieur le haut-conseiller, est-ce que cette façon de pouvoir traiter certains sujets brûlants que vous préconisez a été épinglée dans votre journal? Oui, mais dans le livre dit quoi? Quand on dit pouvoir de la presse face aux institutions, c'est que la presse peut s'imposer devant les institutions. Mais quand tu prends le Premier ministre pendant 1 heure sur ton plateau, mais tu sais qu'il a tout laissé pour t'écouter? Pas du tout. Si tu prends le Premier ministre sur ton plateau, tu sais qu'il a tout laissé, il est venu t'écouter. C'est toi qui as un pouvoir. Tu peux me prendre le chef de l'État, Monsieur le Président, je veux vous avoir aujourd'hui. Le président dit, bon, je suis soumis aux interrogatoires de DRTV. Mais tu as un pouvoir. Parce qu'évidemment, ce qu'il fait, il faut que ce soit compris. On ne gère pas les gens sans communiquer. Mais qui est le patron de la communication? C'est la presse. Le président, quand il vient de parler, pourquoi est-ce qu'on fait un plateau pour décortiquer? Pour que le public comprenne ce que le président a dit. Et votre rôle devient important. Le président a déjà parlé, oui, médias, commentez. Pourquoi on a besoin de vous? Vous êtes un pouvoir. Si vous ne commentez pas, on ne comprendra pas. Parfois, le truc de président atteint un niveau tel que, ou celui du Premier ministre, il faut que vous preniez le relais, vous expliquez. Et c'est là où vous êtes fort, c'est là où vous êtes puissant. C'est ce que le livre dit. La presse est un 4e pouvoir. Dans un pays, il faut la respecter. Et nous avons dit, voilà un cas d'école, le cas de affermage. Quel est le rôle la presse peut jouer pour dire à chacun vous donne la parole? Syndicat, dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Et tu dis, voilà ce que je ne veux pas. Premier ministre, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre un ligne de compte? Nous, on a pris un ligne de compte. Tu dis, mais attends, mais vous jouez à quoi? Le débat est fini. Puisqu'on a pris vos... Mais quand tu le dis là, tu sais que quelqu'un d'assis ne peut pas le faire. C'est pas un citoyen de la cité qui va faire asseoir le Premier ministre, c'est que tu as un pouvoir de le faire. C'est ça le pouvoir de la presse. Monsieur Azi, vous êtes haut-conseiller au Conseil supérieur de la liberté de communication, vous le savez certainement. Dans notre pays, j'ai l'impression on fait une autre forme de journalisme. Les responsables ou les institutions qui détiennent les informations font la rétention ou ont créé leur propre réseau des journalistes. Ce qu'on appelle parfois les attachés, les conseillers en communication. Et quand ils veulent communiquer, s'ils ne se limitent pas à un communiqué de presse, mais c'est ce réseau-là qu'ils utilisent.
Ils utilisent ces réseaux-là qui vont par la suite ventiler l'information dans d'autres organes. En tant que haut conseiller. Mais ce n'est pas une bonne pratique. C'est-à-dire, quand vous nommez un conseiller, par exemple, juridique, mais celui qui vous guide sur le plan du droit, non? C'est pas ça. C'est ça. Vous nommez un conseiller culturel. Mais vous nommez un conseiller en communication. On espère qu'il a pris communication. C'est à lui de dire, monsieur le ministre, face à la communication, on ne fait pas comme ça. Il faut qu'il joue son rôle. Maintenant, s'il n'est pas de là-bas, un conseiller béni, oui, il fait quoi? Ça va mal. L'autorité vit avec ses conseillers. Parce qu'il n'est pas spécialiste en tout. Demain, je suis autorité, j'ai besoin d'un spécialiste du droit, un spécialiste d'économie. Monsieur me guide, voilà, en économie, on fait comme ça. Or, devant la presse, ils pensent que c'est facile. Parce que tu as pris un micro, tu as animé le retour de ta maman, tu deviens journaliste. Non. Il y a des règles pour cela. Et le conseiller en communication d'une autorité dit à l'autorité, pour gérer la presse, voilà comment on fait. Si nous n'amenons pas une équipe de reportage, nous préparons un communiqué, on envoie, et ils ont la latitude de traiter ce communiqué-là. Le danger, c'est quoi? Nous avons, comme on reprend sur le cas d'affermage. Si le ministre de l'énergie se contente seulement de dire à son attaché, envoie un communiqué, non. La chose nécessite qu'il y ait un débat en face à face. En ce moment, l'attaché dit, monsieur le Premier ministre... C'est des débats qui n'apprécient pas. Voilà, mais malheureusement, et là, la question que tu poses est bonne, parce que si vous n'appréciez pas, mais ça va dans tous les sens. Effectivement. Oui. Alors que la presse est là pour apaiser. Il dira, monsieur, je suis le conseiller en conseil du Premier ministre, monsieur le Premier ministre, je suis désolé, je vous conseille d'aller à DRTV. Ils ont demandé, ils ont écrit, il faut leur réserver un plateau, parce que nous pouvons conduire le pays à l'hécatombe avec cette histoire d'affermage. Acceptez d'être en face du leader des syndicalistes. Acceptez d'être en face d'un spécialiste des droits de l'OADA. Le journaliste n'est pas magicien. Il posera des questions, il va répondre, vous allez dissiper les nuages. Voilà un conseiller en communication qui parle à son président de la République, qui parle à son Premier ministre, qui parle à son ministre. Pourtant, vous avez écrit, hein, DRTV voudrait avoir un plateau, un avec le Premier ministre, mais qui se prépare, il y aura en face de lui un professeur d'université qui maîtrise ces questions-là, et en face de lui, un président des syndicats. Parce que notre rôle à nous, ce n'est pas que le pays brûle, nous devons jouer le rôle d'arbitre. Et la paix, c'est ça ce qu'on dit, gardien du temple. Vous gardez le temple pour qu'il ne soit pas envahi, qu'il ne soit pas gâché, qu'il ne soit pas brûlé. Et comment vous faites? Vous donnez la vraie information. On donne la vraie information, vous n'appartenez ni au pouvoir, ni à l'opposition, vous n'appartenez ni aux syndicalistes, ni au gouvernement. Vous dites, monsieur, je vous invite, moi c'est la loi. Voilà le code qui régit l'électricité au Congo. Voilà le décret qui privatise l'électricité. Nous sommes sur son applicabilité. Voilà le débat est là. C'est clair, oui. L'application, qu'est-ce qui fait quoi? Chacun s'exprime, et quand ils vont s'exprimer, tout le nuage est dissipé. Ce qui a fait ça, c'est Bambaka. Alors, pour vous, M. Aziz, la presse congolaise ne joue pas pleinement son rôle. Mais je vous ai dit que depuis la conseil de dossier, je prends l'exemple. J'ai pris le cas des dossiers dans le livre que je suis en train de préparer, les grands dossiers qui ont bouleversé le Congo. Dans chacun de ces dossiers, j'interpelle la presse. Quand je prends les disparus de Beach, je ne vois pas l'enquête menée par la presse congolaise. Ça se passe au Congo. Les gens sont morts au Congo, semble-t-il. Quand je prends les biens mal acquis, je ne connais pas un plateau organisé par la presse congolaise sur la profondeur des biens mal acquis. Quand je prends les morts d'Ornano, je ne connais pas un plateau organisé par les groupes pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et là, nous sommes devant l'affermage. Donc, moi, je suis journaliste. Quand je vois un événement, je fais sur un parallèle avec l'implication de la presse. Dans le cas précis de l'affermage, pour moi, dès lors qu'il y avait déjà le Premier ministre est en train d'aller signer le décret, les syndicats sont venus, déjà il y a information. C'est là où la presse devait s'impliquer pour que le tout soit clair. Je viens te montrer, non? Quand tu es un Premier ministre devant toi, tu as les syndicats, tu écoutes les uns les autres, et le professeur qui est ici les départage. Alors, Monsieur Aziz, c'est toi qui joue son rôle, la presse ne s'implique pas. Quel est le rôle alors du Conseil supérieur de la liberté de communication dans tout ça? Mais oui, mais il interpelle comme j'interpelle, la presse vous dit vous ne faites pas. Mon rôle à moi, c'est dit faites votre travail. Faites votre travail. Vous devez vous dire, on est parti, nous avons refusé la porte. Et nous avons dit dans le livre, les institutions doivent respecter la presse parce qu'elle joue le rôle important de gardien du temple. Elle veille à ce que le pays soit en paix parce que celui qui reçoit la bonne information réagit très bien. Celui qui reçoit la mauvaise information réagit très mal. Si les réseaux sociaux empoisonnent la signature du décret, il passera très mal. Ah, le président a signé, il a pu écouter les syndicalistes. Mais parce qu'évidemment, la presse n'a pas fait son travail. Si la presse avait donné la parole, je t'ai déjà dit, je t'ai posé un cas d'école. Hein. Tu reçois les syndicats qui disent, nous ne sommes pas d'accord. Dis non, le débat n'est plus là. Vous qui êtes à la cité là.
c'est déjà privatisé là. C'est de voir vos intérêts. Si nous dites, M. Babacar, dit le Premier ministre devant nous, il ne nous a pas sauvegardé nos intérêts, on lit ce que la loi dit. Tu sais, quand tu fais comme ça, tu as élagué les zones d'ombre. C'est là où ton rôle est important. Et nous, au Conseil, on dit, faites votre boulot. Pourquoi je me plains ici? Parce que je ne vois pas ces plateaux-là. Pourquoi je me plains? Parce que je ne vois pas ces débats. J'ai vu, vous avez fait des dépêches annonçant l'affermage. Terminé. Le débat est là. Tu me poses une question, la presse congolaise doit contribuer à ce que la situation soit apaisée parce qu'elle donnera la parole à ceux qui n'ont même pas la parole. Quand tu invites un syndicaliste, le premier ministre te dit je vais parler avec les syndicalistes. Non, c'est ton pouvoir. Et je veux qu'on respecte la presse dans ce pays parce qu'elle est capable d'aplanir, elle est capable de faire que la paix règne, elle est capable d'expliquer des choses pour lesquelles les gens ne comprenaient pas. Et nous avons pris le cas d'école de l'affermage. Et moi, je répète à la presse congolaise de ne pas s'investir à fond. Et tu m'as dit, est-ce que je dis oui? Dès lors que les syndicats descendent, il y a bruit. Et quand il y a bruit, c'est à la presse d'organiser des débats pour expliquer, pour que les gens comprennent. Puisque, je t'ai dit, celui qui coupe le courant sur le poteau, il ne connaît pas ce qu'on appelle l'affermage. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle décret. Il peut te dire, mais pourquoi? Il y a une question importante que tu me posais quand on était... Mais parfois, les gens boudent les directeurs qu'on nomme à la tête des structures. Quelqu'un a déjà échoué quelque part, vous le nommez encore directeur, quelqu'un a déjà échoué quelque part. J'ai dit, mais Bambaka, quand on est élu président de la République, la loi vous donne la qualité compétente de nommer. Et on dit le chef d'État nomme aux hautes fonctions militaires et civiles. S'il a nommé un mauvais, c'est lui qui rend compte. Il est sanctionné par le peuple. S'il a nommé un bon, c'est lui qui est félicité. Quand le courant va mal, on insulte et caressé, on insulte le Congo. Quand le pays va mal, on s'en prend au chef de l'État. Lui, il n'a pas que les devoirs, il y a aussi des droits. Et ses droits, lui, c'est de nommer les structures dans les structures d'État. Il ne va pas nommer un directeur à DRTV, il va nommer un directeur à MTN ou à RTL. La structure d'État est sous son mandat, c'est lui qui a la responsabilité de gérer le courant du Congo. Si le courant va mal, on va insulter le président et le Premier ministre. Donc ils se disent, nous voulons que ça change. En ce moment-là, c'est eux qui prennent la décision. Donc tu ne peux pas dire, je boude parce que le directeur qu'on a mis là. Mais tu n'as pas le pouvoir de décision. Le président, puis c'est pourquoi il nomme. Il a des gens pour regarder. Ce n'est pas la rue d'apprécier le travail d'un cadre. On a déjà dit, il a mal géré quelque part, c'est le chef d'État qui a nommé, c'est son pouvoir discrétionnel. Donc, la raison que vous évoquez, nous bloquons l'affermage parce que dans le cas d'affermage, c'est le Sénégal qui gagne 70% avec Sénélec, le Congo à 30% avec EKRC. Le directeur est nommé par le Sénégal, parce que c'est lui qui a le plus grosse part. Les Congolais connaissent ce directeur-là, ils peuvent commencer à le bouder comment? Et c'est l'Espagnol peut dire, nous, est-ce que vous connaissez ce directeur? C'est l'État sénégalais qui a sa société qui a envoyé son directeur. L'État congolais a mis également son nom. Vous ne pouvez pas bouder, ce n'est pas une raison. Et ça, comment tu l'as su? Parce que tu es journaliste, tu t'es renseigné et tu l'expliques sur le plateau et le citoyen comprend, dit, ah oui, je ne savais pas. Voilà le rôle. Et là, nous sommes sur un cas pratique. Tu l'écris dans le bouquin, la faute du journaliste, et tu l'expliques sur le plateau. Alors, M. Aziz, vous êtes en train d'accabler la presse. La presse en soi a ses problèmes. Oui. Je suis journaliste et reporter. J'organise un plateau sur l'affermage, notamment au niveau des Carissés, avec toutes les parties prenantes. Oui. Je finis l'émission, je dépose l'émission pour qu'elle soit diffusée à 20h, 20h30, et que sais-je encore. Mais il y a un responsable de l'information qui pense que certaines informations ne pouvaient pas passer. Donc, on supprime, on censure. Oui. Donc, la presse, de fois, ce que nous voyons, l'image de la presse congolaise que nous voyons, en réalité, n'est pas celle-là. Il y a des responsables aussi au niveau de ces organes de presse. Vous nous demandez, sous le cas d'affermage, d'organiser des émissions, d'aller prendre les différentes parties prenantes, d'en savoir davantage pourquoi on est arrivé là. Il y a des journalistes qui arrivent à le faire. Ils ont appris le métier. Vous avez parlé des médiateurs de la médiation qui ont su faire cette médiation. Mais à la fin, on leur dit, écoutez, non, nous, on n'a pas besoin de ça dans notre organe de presse. Notre intérêt, c'est pas ça. Vous, en tant que conseiller, quelle est votre appréciation dans ce genre Sur ce plateau, je suis en train d'enseigner comment on fait le métier. Les cas exceptionnels du Congo, et c'est des vrais cas, vous avez raison de poser la question. Oui, vous avez raison, je viens. Vous êtes en train d'enseigner. Bien sûr. Oui, on a appris la presse, on a appris le journalisme. Oui. Je suis en train Mais dans la pratique, la pratique et la théorie... Voilà, j'ai dit, je demande d'abord comment ça se passe. Parce que quand vous montrez, Télé Congo suit partout, un Cameroun qui te suit, un Central qui te suit, un Ivoire qui te suit, oui, c'est universel. Maintenant, le cas spécifique du Congo, où les gens pensent que, non, je fais comme je veux. Quand vous avez une information pareille, je vous ai dit, vous êtes dans une rédaction. Qu'est-ce qu'on appelle la clause de conscience?
Si l'organe le dans lequel je travaille change sa manière de traiter l'information, sa ligne éditoriale, je peux démissionner. C'est qui est difficile pour nous parce que démissionner, tu n'as pas d'emploi. de Marseille, vous parlez du cas spécifique du Congo. Oui. Mais le Congo n'a pas la culture de démission, vous le saviez. Voilà pourquoi j'ai dit, nous on cherche le métier de manière universelle. Qu'est-ce que la loi dit? Je n'invente pas une situation spéciale au Congo. Si l'arbitre de football vient ici arbitrer le match, il va regarder le statut du Congo, il applique la norme internationale en matière d'arbitrage. Ne me donnez pas d'appliquer une norme que je vais inventer pour le Congo. La norme dit quoi? Un journaliste qui ne sont plus à l'aise dans un média où la ligne idéologique qu'il signe son contrat est viciée, il quitte le média. Deuxièmement, il appartient aux journalistes, et là je m'en vais directement clair, dans le cas précis, de se plaindre auprès du conseil. Nous ne sommes plus libres. Quand nous faisons nos reportages, arriver, le directeur qui est mis là, un tel qui est mis là, sucre tout, parce qu'il veut que l'information fasse plaisir au pouvoir ou fasse plaisir à l'opposition. Ce n'est pas normal. Le conseil interpelle les intéressés. Il y a malaise au sein de votre organe de presse. C'est là, on dit, rôle et impact du conseil au Congo. Vous posez bien la question, je vais monter de manière universelle, mais sur le cas du Congo, vous venez vous plaindre auprès du conseil, le conseil convoque votre rédaction pour dire, Madame la directrice générale, vous êtes directeur, vous n'êtes pas forcément journaliste. Parce que pour que le média au Congo, la loi dit, le propriétaire peut ne pas être journaliste, mais le directeur de l'information doit être journaliste. Parce que c'est lui qui fait le côté technique. Tu peux créer un hôpital, le directeur de l'hôpital n'est pas forcément un médecin, mais les médecins sont des médecins. Donc, en ce moment-là, on appelle le directeur de l'information. Ou la directrice, bah, madame la directrice, est-ce que vos directeurs ne travaillent pas librement? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne respectes pas la déontologie et l'éthique de la profession? Le journaliste est sur le terrain, celui qui a l'information. Il est parti couvrir l'affermage. Il est le point de vue des syndicalistes et le point de vue du gouvernement. Pourquoi vous coupez le point de vue des syndicalistes, par exemple? Pourquoi vous coupez celui du gouvernement, par exemple? Le rôle du journaliste n'est pas d'aimer les syndicats, d'aimer le gouvernement, c'est d'aimer le Congolais. Qu'est-ce qui est bon pour les Congolais dans ce dossier? Je regarde le prix du courant, je regarde les intérêts des travailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que ces travailleurs sont des pères de famille, ne les jetez pas dans la rue quand des malpropres. Qu'est-ce que ça a prévu? Je suis parti faire le reportage, on me dit, le gouvernement a prévu des mesures ceci pour les travailleurs. Le prix du courant. J'arrive, le DG coupe ça parce qu'il ne veut pas que ça passe. Ah non, si ça passe, le gouvernement aura raison puisqu'il a prévu des bonnes mesures pour les travailleurs. Ah, moi, je veux que ça chauffe dans le pays. Il a une mission. Il coupe la partie qui explique combien on va payer le courant. Il coupe la partie qui explique comment les travailleurs de EKDC qui ne seront plus partis sont payés. Il veut quoi? Il veut que la bonne information ne passe pas. Alors toi, tu achètes l'information sans voir le parti pris. Tu as été voir les syndicalistes, ils ont dit nous sommes maltraités. Tu as été voir le poids du non, voilà la règle est là. Et tu joues ton rôle. En ce moment-là, le journaliste n'est plus journaliste. Son travail a été charcuté par un vétéran franc-tireur sorti de quelque part. Si vous vivez ça dans vos médias, je répète ici sur ce plateau, plaignez-vous auprès du conseil. Amenez-nous votre requête, nous allons tout de suite convoquer l'autorité et nous lui disons, c'est quelle partie de la profession? Il y a un régulateur dans le domaine. Le régulateur veut à ce que le métier soit bien pratiqué. Si à DRTV, vous sucrez les éléments pour faire plaisir à Pierre ou à Paul, pendant qu'on dit l'affermage, il faut écouter tout le monde pour être prêt, toi tu coupes les informations qui doivent intéresser le public, tu es sanctionné. Le conseil sanctionne. Voilà la réponse. Monsieur le haut conseiller, la presse aujourd'hui subit des pressions de toutes parts d'ailleurs. On parle des grands industriels, on parle des politiques, on parle de ceux qui ont l'argent. Il y a un adage d'ailleurs qui dit, celui qui a l'argent a la décision. Vous, en tant que haut conseiller, quelle est votre attitude face à cette réalité? Mais les médias constituent un pouvoir. Même si vous avez l'argent, oui. Les médias aujourd'hui, oui, ils sont en train d'être pris d'assaut par les grands industriels, par les politiques qui imposent leur vision. Mais c'est ce que j'ai dit. Si un politique arrive chez vous, vous faites votre métier, il vous dit de ne pas dire ce que je veux que vous disiez. Vous dites non. Pourquoi? Vous n'êtes pas une boîte aux lettres. Je ne peux pas vicier le reportage qui dit le Congo a été battu par RDC 4-2. Je fais plaisir au ministère de Poste pour dire que non, notre gardien a été corrompu. C'est nous qui avons été battus, largement battus. Excusez-moi. L'information est sacrée, le commentaire est libre. Respectez la sacralité de l'information. Ça, c'est le papier, M. Aziz de oui. Marcel, nous le savons. Oui. L'information est sacrée, le commentaire est libre. La oui. réalité est tout autre. Aujourd'hui, la réalité est celle-là. La presse congolaise ne bénéficie d'aucune subvention.
beaucoup d'organes de presse, beaucoup de médias ont disparu. Et comme je l'ai dit, je reviens sur cette question, celui qui a l'argent a la décision. Face à l'argent, vous êtes dans la précarité. Alors, moi je disais ceci, c'est une question qui peut nécessiter toute une émission. Pourquoi? Comment voulez-vous que je vous reprenne ça en 2 minutes? Parce que je veux repartir sur la subvention de la presse, c'est dit dans ce bouquin. Une institution pour être respectée, elle a besoin des moyens, je l'ai dit. Quand je dis la presse, puissance devant les institutions, je parle des problèmes. Quels sont les faiblesses de la presse au Congo? Et je parle de problèmes de moyens financiers. Je vous demande de préparer un plateau sur le financement de la presse. Parce que nous allons partir de l'arabe à l'actuelle subvention qui est prévue. Comment ça s'est fait? Comment l'État congolais a-t-il imaginé un moyen de financer sa presse? Je veux qu'on ait une émission pour ça. Si nous parlons aujourd'hui du thème, le pouvoir de la presse face aux institutions, on a pris le cas de l'affermage, parce que je voulais qu'on soit précis. Demain, appelez-moi sur le débat sur le financement de la presse. Il est tellement important parce qu'il ne faut pas qu'on élague ce débat-là en 2 minutes. Alors, M. Dominique de Marseille, nous allons terminer cette émission. Vous avez parlé du cas de la Société Énergie électrique du Congo sur l'affermage. Nous allons boucler cette émission, le pouvoir de la presse face à cette situation que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce qu'on peut retenir, grosso modo, en conclusion? Oui, mais moi, ce qu'on peut retenir, c'est que je me dis, je reprends le rôle de puissance de la presse. Vous avez une crise dans votre pays, la presse peut jouer les médiateurs. La presse peut permettre de calmer. Parce que la presse va expliquer le contenu de l'affaire. En expliquant, elle n'appartient ni au gouvernement ni au pouvoir, elle dit là. La vérité se trouve dans les textes, j'ai tout dit dans les textes. Quand on privatise, on applique des textes. Ces textes, il faut les respecter. En les respectant, la norme est bien. Et quand on ne comprend pas, la presse prend des spécialistes sur le plateau pour expliquer. En ce moment-là, tout est lagué. Et je vous ai dit le danger, parce que quand tu montres qu'est-ce qui est danger quand on ne l'a pas fait. Je prends un exemple, je vous ai déjà dit en conclusion. Le Premier ministre a un décret, il veut le signer, les syndicalistes arrivent, il dit, je ne peux pas aller par la force, j'attends qu'ils viennent qu'on discute. Il comprend que ce qu'ils ont dit n'empêche pas le décret continue. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur le Président, signez le décret. Alors si vous n'avez pas expliqué ça sur le plateau, que le problème n'est pas de dire, j'ai dit par exemple, je prends un exemple, hein, les Sénégalais disent, bon, monsieur le Premier ministre, nous ne voulons pas de toute la réforme. Même toi qui je dis, ah non, c'est trop tard, monsieur. Tout le pays doit être réformé, tout va mal. Le point n'est pas de ne pas vouloir la réforme, c'est de voir quels sont vos intérêts syndicalistes. Est-ce qu'ils ont été respectés? Posez-moi la question, pose la question au Premier ministre. Est-ce que vous savez que vous avez évité là un couac? Parce que vous avez permis de faire combattre sur une compagnie, tu es en train de la citer, on ne nous a pas pris. Non, vous n'avez pas la vraie information. Mais c'est vous qui avez la vraie information. Deuxièmement, le chef d'État, si demain tu entends, il n'a pas comme non, il a compris. C'est vous qui ne voulez pas changer. Pour lui, allons-y à la réforme, parce que quand le courant n'est pas, c'est lui qu'on insulte. Quand il n'y a pas de bourse, c'est lui qu'on insulte. Quand il n'y a pas de salaire, c'est lui qu'on insulte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je veux que ça change. Il prend des précautions. Maintenant, pour que les Congolais sachent ce qui se dit dedans, c'est la presse qui est au milieu, qui doit jouer son rôle. Comment il fait? Il explique. Et comme elle n'est pas spécialiste, elle prend des sur un plateau. Voilà comment je vous fais le dessin, non? Premier ministre, syndicat, spécialiste. Il y a des spécialistes à l'université. Mais tu peux me dire, dans notre pays, les cas de fuite, le débat, c'est ce qu'on appelle le cas congolais. Vous avez raison, vous les appelez. Ah non, on ne m'a pas encore donné l'autorisation. Je viens sur ce plateau, je ne dis pas au président, je m'en vais sur un plateau. Mon rôle à moi de haut conseiller pour dire, il faut que le conseil fasse son rôle, joue son rôle. Ici, je viens défendre les intérêts du conseil qui dit, respectez la paix, c'est ce que le conseil demande. Quand tu connais, tu ne trompes pas. Et des autorités dans ce pays, comme vous les appelez, ah non, 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 mon ministre n'est pas là. Mais tu es quand même autorité. Et malheureusement, la presse, on les sous, parce que quand elle veut faire des plateaux, les autorités n'arrivent pas. Ça, je veux le conseil, c'est vrai. Et nous, au conseil, on a dit dans le livre, il faut que les institutions respectent la presse quand elle vous demande. Ce n'est pas qu'elle veut vous faire mal. Elle veut expliquer une situation qui peut dissiper le malentendu. Parce qu'elle est au mieux, parce qu'elle n'a pas de parti pris. C'est ça son pouvoir. Et je vais terminer dans le cas précis. Quand nous regardons le cas d'affermage, par exemple, je reviens pourquoi? Parce que on a pris ça comme un cas école dans la communication. Si le Congo demain va avoir du bon courant, il est obligé de réformer. Pour réformer, il faut tenir en ligne de compte les désirataires des travail, ce qui est fait. Il faut tenir en ligne de compte la consommation. C'est tout. Le reste, c'est du verbiage. Dominique de Marseille. La presse, souvent qualifiée de quatrième pouvoir, joue un rôle crucial dans le fonctionnement de nos
démocratie. Cette assertion est de M. Aziz Dominique de Marseille, haut conseiller au Conseil supérieur de la liberté de communication, qui nous a également indiqué au cours de cette émission que la presse face aux crises doit jouer son rôle, doit exercer son rôle, mais également être responsable de pouvoir encadrer les débats qui vont dans tous les sens, sans oublier jouer le rôle de la médiation. Et c'est par là que nous refermons ce numéro. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à une prochaine occasion.